Bonjour à tous et merci d'être présents pour cet atelier autour de la décarbonation des logements et plus spécifiquement sur les solutions de chaufferie hybride. Donc, je suis Magali Hugonnet, responsable marketing pour la prescription résidentielle et j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Christian. Bonjour à toutes et tous. Donc Christian Bonnet, moi je m'occupe du marketing produit pour tout ce qui est produits collectifs pour le groupe Atlantique, donc tout ce qui est génération de chauffage et d'eau chaude sanitaire de façon centralisée. Donc on est ensemble pour une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes de présentation, puis on sera à votre disposition pour toute question, pour essayer de parler décarbonation et solutions dans les logements neufs. Donc quand on parle de logements neufs, on ne va pas avoir une seule solution parce qu'il n'y a pas un seul marché du logement neuf. On a plusieurs marchés identifiés. On va avoir tout ce qui est défiscalisation, où les besoins vont être particuliers, où on va avoir des attentes autour de l'investissement, autour de labels, qui vont être complètement différentes, les attentes, du marché du locatif, où là, on va se préoccuper de l'entretien des systèmes, on va avoir des problématiques de maintenance liées à la gestion de parcs et de patrimoine. Ces marchés sont aussi en parallèle du marché de l'accession à la propriété. Accession à la propriété, le primo-accédant, qui lui va rechercher une solution fiable, robuste, convivial, mais à un coût le plus accessible possible. A contrario, l'accession plus, qu'on a identifié, on va avoir des attentes et des besoins de propriétaires qui, eux, vont rechercher, et ils vont être moins contraints par les financements, ils vont rechercher un peu plus de connectivité, de fonctionnalité, de qualité d'air dans les logements. Donc voilà, donc plusieurs marchés, plusieurs solutions qu'on va pouvoir apporter en ayant toujours cette contrainte de limiter l'impact carbone des logements qu'on va construire ou rénover. Logements, mais également marché tertiaire. Décarbonation, on la connaît tous, c'est la stratégie nationale bas carbone qui nous fixe comme objectif la neutralité carbone d'ici 2050. Donc là, ça va régir un peu tout le cadre réglementaire qui en découle autour de nos constructions, de nos rénovations. Et même si la trajectoire n'est pas vraiment complètement bien définie pour atteindre cette neutralité, la cible, elle est toujours là. Et nous, notre objectif, en tant que fabricant, c'est d'y participer en vous proposant des solutions qui vont vous permettre d'atteindre cette neutralité carbone avec les logements, entre autres, d'ici 2050. Voire d'ici baisser de 30% l'impact carbone d'ici 2030, comme on le voyait dans la conférence précédente. Donc au sein du groupe Atlantique, l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer va se dérouler autour de toute notre démarche RSE qu'on a lancée il y a une bonne dizaine d'années maintenant, avec l'intégration d'experts qui vont nous aider à travailler sur des solutions, la conception de solutions éco-performantes, donc qui vont consommer moins, qui vont être moins émissives en termes de carbone. Également travailler sur la production de ces solutions. Donc dans des sites qui vont être le plus faible possible en carbone, en émissions de carbone. Donc on ne va pas tout changer du jour au lendemain. On a 2 sites labellisés HQE, qui sont un site administratif, le siège social à Arcueil, mais également un site de production à Billy-Berclos, où on produit nos pompes à chaleur, entre autres individuelles. Et on travaille également sur nos bilans d'émissions de gaz à effet de serre pour trouver des leviers, des plans d'action pour réduire notre impact environnemental lors de la production. On travaille également toute la partie logistique, comment réduire, optimiser les transports, comment réduire les emballages, voire supprimer certains composants comme le polystyrène ou le plastique de nos emballages. Certaines gammes de produits sur lesquels on y arrive, d'autres sur lesquels on travaille encore. Et puis enfin participer à la fin de vie de nos produits, dans les filières de recyclage, le réemploi, la recyclabilité de nos produits. Donc avoir toujours en tête cette démarche pour pouvoir proposer des produits qui auront dans leur globalité de cycle de vie un impact environnemental le plus faible possible. Et ça, on va pouvoir le valoriser dans la RE 2020 notamment, et donc dans la construction des logements neufs, grâce à 2 indicateurs nouveaux dans la RE, l'IC énergie et l'IC construction. Donc vous devez les connaître par cœur. IC énergie, ça représente l'impact carbone de la consommation du bâtiment. L'IC construction, ça représente l'impact carbone du bâtiment lui-même, hormis la consommation. Et donc le fait de travailler tous ces éléments de notre politique RSE va nous permettre d'avoir des produits qui ont dans leur globalité, sur l'analyse complète de leur cycle de vie, un impact carbone réduit et qu'on va tendre à réduire de plus en plus.
Et ça, on va le retrouver à travers, on en parlait tout à l'heure, les fiches PEP pour les équipements ou les fiches FDES pour les matériaux. Donc en l'occurrence, dans le groupe Atlantique, plutôt les fiches PEP. Donc ces fiches PEP utilisées dans le cadre de la RE 2020. Donc quelles solutions, vous allez me dire, en logement, du coup, on va pouvoir proposer pour décarboner? Alors des solutions, on en a toute une quantité dans le groupe, et celles qui permettent le plus de décarboner, sans surprise, ça va être les solutions avec du thermodynamique intégré. Thermodynamique pour la production de chauffage, thermodynamique pour la production d'ECS, en totalité ou pas. En solution individuelle, lorsqu'on va vouloir individualiser le chauffage, l'eau chaude sanitaire, quand on va vouloir individualiser les charges, quand on aura des petits bâtiments qui ne méritent pas, qui n'ont pas la place d'accueillir des grosses centrales ou des chaufferies qui prennent de la place. Et des solutions collectives pour lesquelles, là, on va pouvoir répondre aux besoins des grands bâtiments avec de nombreux logements à l'intérieur. Donc pour ces solutions collectives, on va parler aujourd'hui plus particulièrement de la pompe à chaleur collective EFIPAC, qui est la nouveauté du groupe pour cette année, et qui va nous permettre de faire du chauffage, de l'eau chaude, du 100% thermodynamique ou pas que. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution qui va s'appuyer sur cette nouvelle pompe à chaleur monobloc collective qu'évoquait Magali, qui s'appelle EFIPAC, qui est une gamme qui est disponible chez nous depuis quelques mois et qui propose des puissances de 14 à 70 kW sur 3 plateformes que vous avez à l'écran ici pour couvrir une gamme la plus large possible. Alors déjà, il faut noter que cette offre, on ne la propose pas seule, cette PAC, mais on est vraiment dans une logique de proposer une offre complète, une offre packagée, puisqu'en plus de la PAC, on va proposer une gamme de bouteilles et de ballons primaires. Qui dit pompe à chaleur dit volume primaire, pour éviter que la pompe à chaleur ne cycle trop, il faut l'adosser à un volume primaire. Du coup, on a développé une gamme spécifique là-dessus pour maximiser les performances de la PAC. Et on propose également une régulation spécifique à cette pompe à chaleur, donc une régulation T3100, qui est une vraie régulation de chaufferie, qui va permettre de gérer jusqu'à 3 circuits par pompe à chaleur, et qui est issue du même univers que ce que nous avons sur nos chaudières collectives, en l'occurrence l'univers Siemens. L'objectif étant que l'ensemble de nos clients qui connaissent bien ces solutions retrouvent un peu leurs marques et leurs habitudes avec cette partie-là. Alors avec cette EFIPAC, avec cette nouvelle pompe à chaleur monobloc, quelle solution on va pouvoir proposer pour répondre aux 5 défis que j'ai listés ici? Alors, le premier défi, c'est passer les seuils 2025 de la RE. Alors certes, on n'est pas encore en 2025, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, ils cherchent déjà des solutions pour être compatibles des seuils 2025 de la RE. Quelle solution on va pouvoir trouver pour simplifier l'intégration? Quand on parle de transition vers des solutions bas carbone, on parle beaucoup de pompe à chaleur, c'est ce que je fais aujourd'hui. Qui dit pompe à chaleur, dit unité extérieure, dit forcément contrainte d'intégration. Où c'est que je mets ces pompes à chaleur? Comment je les intègre autour du bâtiment? Également, comment optimiser l'investissement? Une pompe à chaleur, aujourd'hui un kilowatt thermodynamique, un kilowatt de pompe à chaleur aujourd'hui, c'est significativement plus cher qu'un kilowatt de gaz. Donc quand on va faire des transitions vers des solutions bas carbone, l'investissement va monter. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter une solution qui, oui, va faire monter l'investissement par rapport à des solutions gaz, mais va permettre de rester dans une enveloppe raisonnable. Et puis enfin, 2 points qui sont liés, je vais dire, c'est comment améliorer la performance et allonger la durée de vie de ces pompes à chaleur. Mais quand on va investir de façon plus importante dans du thermodynamique que dans du gaz, autant qu'on fasse en sorte d'avoir une performance qui est au rendez-vous et une durée de vie qui n'est pas raccourcie, on va dire. Et ça dépend beaucoup de l'installation et c'est ce que je vais vous présenter juste après. Donc pour répondre à tout ça, nous, la solution qu'on vous propose côté Atlantique, c'est ce que nous avons appelé la chaufferie hybride avec une PAC par usage. Et vous avez sur une partie de l'écran un schéma de principe de cette solution-là. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une chaufferie hybride avec une PAC par usage? On va avoir d'abord une PAC qui va permettre d'hybrider sur la partie chauffage. On va avoir une autre pompe à chaleur pour hybrider sur la partie eau chaude sanitaire. Et enfin, on va avoir une chaudière et une seule chaudière en appoint qui va permettre de faire cet appoint justement aussi bien sur la partie chauffage que sur l'eau chaude sanitaire. Donc une PAC pour chaque usage, plus une chaudière, on va dire, commune pour la partie appoint. L'objectif pour nous de proposer une PAC par usage, plutôt que d'avoir une seule PAC qui ferait les 2 usages, c'est clairement orienté vers la performance. D'accord ? Le fait d'avoir une PAC qui va être dédiée au chauffage et une PAC qui va être dédiée à l'ECS, ça va nous permettre d'optimiser la performance de ces pompes à chaleur. Et ça, je vous le détaille dans les slides suivants.
Alors le principe de cette fonctionnement, le principe de fonctionnement de cette chaufferie hybride, qu'est-ce que c'est? Alors sur la partie chauffage déjà, la pompe à chaleur, on va la positionner sur les retours des circuits chauffage ou du circuit chauffage. Alors pourquoi on fait ça? Parce que l'objectif, c'est de positionner la pompe à chaleur sur les retours les plus froids de l'installation. Une pompe à chaleur, elle va être d'autant plus performante, son COP il va être d'autant meilleur qu'on va la faire travailler, cette pompe à chaleur, avec des régimes de température les plus bas possibles. Donc d'où l'idée de la positionner sur les retours, de façon à bénéficier de ces retours les plus froids qui reviennent des radiateurs. Ensuite, la pointe gaz qui est là, son objectif, c'est d'assurer, si besoin, le complément en puissance et en température. Alors en particulier les jours les plus froids de l'année. Les jours les plus froids de l'année, c'est là où on va avoir la température extérieure la plus froide évidemment, mais ça, vous le savez, c'est très défavorable au COP, à la performance de la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, plus il va faire froid à l'extérieur, moins elle va être performante. Et puis ces jours les plus froids, c'est aussi la période de l'année où on va devoir fournir avec notre générateur les températures les plus élevées pour répondre aux besoins de chauffage. Et là aussi, on est dans un cas où ce n'est pas forcément favorable à la PAC. Température extérieure froide, température d'eau de sortie élevée, ce n'est pas l'idéal pour le COP. D'où l'intérêt d'avoir cet appoint gaz, notamment pour ces périodes les plus froides. Et puis en termes de dimensionnement sur cette partie chauffage, notre recommandation par rapport à la RE 2020, c'est de dimensionner la pompe à chaleur pour couvrir 20% des besoins au jour le plus froid. Alors la précision au jour le plus froid, elle est importante. Pourquoi? Parce que, je vous le disais, la pompe à chaleur, sa performance, contrairement à une chaudière, elle va dépendre des conditions extérieures. Son COP, il va baisser quand il va faire froid à l'extérieur, mais sa puissance aussi, elle va baisser. D'accord? Ce qui veut dire que, en prenant 20% des besoins au jour le plus froid, quand on va avancer dans la saison de chauffe, quand d'une part la température extérieure va augmenter et que d'autre part les besoins de chauffage vont diminuer, notre PAC qui va monter en puissance au fur et à mesure va couvrir de plus en plus une part importante des besoins de chauffage. Et donc le 20% qu'on met, on va dire, sur le jour le plus froid, on considère que ça correspond à peu près à 40 ou 50% de couverture des besoins annuels de chauffage. D'accord ? Côté eau chaude sanitaire, quel est le principe? Alors sur l'eau chaude sanitaire, on a retenu le principe de notre solution Hydramax, qu'on commercialise depuis quelques années, mais qu'on a fait évoluer à l'occasion de la sortie de notre nouvelle pompe à chaleur EFIPAC. Et le principe Hydramax, c'est quoi? C'est de dire, je vais lancer la chauffe de la partie eau chaude sanitaire, la production eau chaude sanitaire, une fois que les soutirages de la journée auront tous été faits, et que je vais avoir un ballon de stockage qui est le plus froid possible. Et l'idée, ça va être de commencer cette chauffe à partir du ballon le plus froid possible et sur une longue durée, de façon à maximiser là aussi la performance de la pompe à chaleur. Quand on va être en début de charge, sur les premières heures, avec une température froide qui va alimenter la PAC et une température de sortie remontée de 5 degrés, on va être sur des COP d'environ 6. Au global, sur les 6, 7, 8 heures pendant lesquelles la charge va durer, on va être sur un COP d'environ 4, ce qui est une excellente performance pour une production d'eau chaude sanitaire avec une pompe à chaleur. L'appoint gaz, ici, il assure là aussi le complément si c'est nécessaire, et il assure aussi la gestion du bouclage eau chaude sanitaire. Donc ce bouclage sanitaire, on le sait, c'est un bouclage qui doit revenir à minimum 50 degrés, et on sait que dans le collectif, c'est toujours quelque chose qui est assez défavorable à la performance, a fortiori sur une PAC. Donc là, l'idée, c'est de ne pas venir perturber la performance de la pompe à chaleur avec ce bouclage, mais de faire en sorte que le bouclage il soit géré par le gaz. En termes de dimensionnement, notre recommandation, c'est de dimensionner la pompe à chaleur pour qu'elle couvre environ 40% des besoins d'eau chaude sanitaire. Et en fait, quand on prend ce dimensionnement de 40% en eau chaude sanitaire et de 20% en chauffage, ça nous permet de passer les seuils 2025 de la RE 2020. Alors quand je vous dis ça, vous allez me dire, mais ça sort d'où? Alors ça ne sort pas de notre chapeau. En fait, pour vous dire ça, on a travaillé avec un bureau d'études extérieur, un bureau d'études indépendant, et on a travaillé sur de très nombreuses simulations RE 2020 en testant différentes solutions sur différents bâtiments. Ça nous a permis d'établir ce que nous avons appelé des fiches solutions, dont vous avez un exemple ici. Alors un exemple qui est celui évidemment de la chaufferie hybride avec une PAC par usage dont je vous parle, avec, vous retrouvez tout à gauche sur votre écran la pompe à chaleur pour le chauffage, la chaudière qui est un appoint sur les deux usages, et juste après la PAC qui est destinée à l'ECS. Alors cette fiche, ce qu'elle montre dans le bas de l'écran, c'est qu'en utilisant un bâti standard RE 2020, donc un bâti qui est conforme aux exigences RE 2020, mais qui n'est pas renforcé par rapport à ces exigences, on arrive à être ouvert sur les différents indicateurs de la RE 2020, le CEPNR, les degrés heure, l'indicateur carbone énergie, aussi bien en 2022 qu'en 2025.
Donc on est bien sur une solution qui permet de passer les seuils 2025 de la RE et d'être conforme aux seuils 2025 de la RE. Vous voyez qu'on a également rajouté les mentions sur l'étiquette énergétique avec le diagnostic de performance énergétique. C'est une solution aussi, et c'est important, qui nous permet d'être en étiquette A, aussi bien sur la partie consommation d'énergie que sur la partie émissions de gaz à effet de serre, donc d'être A au niveau de l'étiquette DPE. Alors quels sont les avantages de cette chaufferie hybride avec une PAC par usage? Alors ça, je viens de vous le dire, on est compatible des seuils 2025 de la RE 2020. Donc d'ores et déjà, on peut proposer cette solution pour être compatible de ces seuils qui seront applicables au 1er janvier 2025. Également, l'avantage de cette solution, c'est clairement la performance réelle, notamment des pompes à chaleur, et la longévité aussi des pompes à chaleur. Alors pourquoi performance? Parce que je vous l'ai expliqué juste avant, on est vraiment sur une logique où, aussi bien sur la partie chauffage que sur la partie eau chaude sanitaire, on va faire en sorte que la pompe à chaleur, elle travaille sur une plage de fonctionnement qui est la plus favorable à son COP, la plus favorable à sa performance. Sur le chauffage, on va être sur une logique de préchauffer les retours froids qui arrivent des radiateurs. Sur le CS, on est sur cette logique de partir d'un ballon froid et de le charger sur plusieurs heures pour maximiser le COP. Donc on va faire en sorte que cet investissement qu'on fait sur les PAC, on le rentabilise le mieux possible en ayant la meilleure efficacité possible. Et puis également, j'en parlais tout à l'heure, quand on fait le dimensionnement, si on veut tout dimensionner en 100% de thermodynamique, on va être obligé d'embarquer une puissance PAC importante, et plus importante qu'en gaz. D'accord? Puisqu'une pompe à chaleur, quand il va faire froid à l'extérieur, quand on va être à la température de base, on va perdre 30-40% de la puissance. Donc là où on mettrait 100 kW de chaudière gaz, on va devoir mettre 130-140 kW de PAC. Et cette PAC, au fur et à mesure qu'on va augmenter dans la saison et que les besoins de chauffage vont diminuer, elle va devenir de plus en plus puissante pour couvrir des besoins de chauffage de plus en plus faibles. Donc on a un risque que cette pompe à chaleur, elle se retrouve surdimensionnée à un moment de la saison de chauffe et qu'on ait du coup beaucoup plus de cycles marche-arrêt, avec un risque du coup sur sa durée de vie, puisque la durée de vie des compresseurs de pompe à chaleur, elle est calculée en nombre de cycles marche-arrêt. Autre avantage, la partie intégration. Je l'ai dit en introduction, quand on parle de solutions bas carbone et de transition vers des solutions avec des pompes à chaleur, se pose la question de l'intégration. Ici, l'objectif, c'est clairement de limiter les puissances thermodynamiques qu'on va embarquer, et donc le nombre de pompes à chaleur et le nombre d'unités extérieures. Grâce à la pointe gaz qu'on met, on limite les puissances PAC dont on a besoin pour couvrir les besoins. Donc on se retrouve avec moins de contraintes d'encombrement, moins de contraintes acoustiques et moins de nuisances visuelles également avec les unités extérieures des PAC. Le coût également, et c'est lié au point précédent, le coût, on le maîtrise mieux aussi parce qu'on limite le nombre de PAC qu'on va installer. Et encore une fois, aujourd'hui, 1 kW de pompe à chaleur, c'est beaucoup plus coûteux qu'1 kW de gaz. On a fait par exemple, nous, une simulation sur un bâtiment de 30 logements collectifs. On a testé différentes solutions. Entre une solution 100% gaz classique qu'on connaît bien aujourd'hui et une solution 100% thermodynamique, on a un rapport de 1 à 4 ou 5 en termes d'investissement. Donc il y a un surcoût très important. Être sur une logique d'hybride, ça permet de diviser ce surcoût par 2. Donc il y a une vraie logique à maîtriser l'investissement, à avoir des solutions bas carbone, des solutions compatibles à RE 2020, seuil 2025, mais en maîtrisant les coûts. Et puis enfin, dernier avantage, c'est la partie confort et sécurité assurée. Puisque la point gaz, on peut le dimensionner pour couvrir 100% des besoins, chauffage et eau chaude sanitaire, de façon à avoir une redondance complète, si on le souhaite, sur l'installation. Alors également, on sait que cette transition vers des solutions bas carbone et cette transition vers des pompes à chaleur, c'est une vraie révolution, on va dire, pour toute la filière. Et donc on a vraiment la volonté chez Atlantic d'accompagner nos clients tout au long du chantier. Donc ça commence en avant-vente, où notre service avant-vente est là pour répondre à des questions techniques, pour aider au dimensionnement, pour aider sur la partie schéma hydraulique. Ça passe par la partie commerce, où l'ensemble de nos équipes de prescription travaillent sur des devis les plus détaillés possibles et les plus adaptés possibles à vos besoins. Ça passe aussi par une présence sur le chantier, alors à travers 3 prestations que l'on propose. L'assistance à l'installation d'abord, où là l'idée c'est de venir sur le chantier une fois que le matériel est livré mais pas encore installé, pour guider l'installateur le mieux possible et lui expliquer où raccorder les différentes choses pour que l'installation soit la plus propre possible, on va dire. L'après-visite, où là le matériel a été installé, mais on est avant la mise en eau. Donc là, le but, c'est de vérifier avant de lancer la mise en eau que tout est bien raccordé et qu'on n'a pas d'alerte particulière. Et puis enfin, la mise en service où on est présent également. C'est pas on peut être présent, on est présent également sur la thermodynamique pour mettre en service avec l'installateur le chantier et les produits. Et puis évidemment, notre service avant-vente qui peut intervenir sur toute la durée de vie du produit si c'est nécessaire. Donc vous l'avez compris, de notre point de vue, cette solution de chaufferie hybride avec une PAC par usage, c'est vraiment la solution optimale en neuf,
Alors parce qu'elle répond déjà à tous les seuils de la RE 2020, le CEPNR, l'IC Énergie niveau 2025, on est conforme au seuil avec cette solution-là. Ça permet également, je le disais tout à l'heure, d'aller chercher une étiquette énergétique A, donc ce qui est nécessaire pour aller prétendre à du dispositif de défiscalisation type Pinel+, par exemple. Mais on est convaincu aussi que c'est une très bonne solution en rénovation. La transition bas carbone, on en parle beaucoup en neuf avec la RE 2020, mais on en parle aussi en rénovation, a fortiori avec les coûts des énergies qu'on connaît aujourd'hui. Et donc on est convaincu aussi que cette solution, en particulier sur des bâtiments collectifs aujourd'hui alimentés par une solution collective, c'est une très bonne solution aussi pour venir faire des solutions bas carbone et diminuer la consommation énergétique. Et puis j'en ai parlé en logement, mais on peut en parler aussi en tertiaire, parce que c'est une solution qui peut également convenir sur le tertiaire neuf ou le tertiaire rénovation, notamment par exemple pour répondre aux exigences du décret tertiaire qui arrive très bientôt. Voilà. J'espère que cette présentation était claire et je pense qu'on a quelques minutes pour répondre à quelques questions si vous en avez. Merci pour la présentation. Deux questions, parce que j'ai l'impression que ces deux points n'ont pas été abordés. Vous avez dit que vous êtes, on va dire, la solution permet d'être conforme au seuil RE25, enfin, de ce que je comprends en termes d'énergie. Quid de l'IC construction en termes de poids carbone? Puisque ce que je comprends, c'est avant, il n'y avait qu'une chaudière gaz avec un certain poids carbone. Demain, avec votre solution, il y a une chaudière gaz réduite de 20% de puissance plus des pompes à chaleur. Donc j'aurais tendance à penser que malheureusement, le poids carbone est plus élevé. Et deuxième point, vu de l'occupant, est-ce que vous avez des impacts en termes de coût de chauffage et de coût de maintenance de la solution entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fera demain? Parce que vous l'avez très bien dit, l'explosion du coût de l'énergie se voit directement sur les factures, soit de charges locatives ou de charges propriétaires, en fonction des cas, dans le cas des investisseurs ou occupants directement. Alors sur la partie IC Construction que vous évoquez, on en parlait un peu dans la présentation d'avant, je suis arrivé un peu à la fin, mais j'ai vu qu'ils en parlaient également. C'est un sujet qui est clairement pas simple aujourd'hui, on le voit à travers les différentes façons de valoriser entre le forfait, le 8 points, entre les données environnementales par défaut, entre les fiches PEP. Donc on va dire qu'il y a encore certainement de l'optimisation à faire là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude sur le fait que la solution elle puisse passer l'IC Construction, y compris, enfin 2025 et même par la suite. Voilà, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Après, pour moi, ça reste la partie de la RE qui est aujourd'hui la moins claire, clairement, parce qu'il y a encore beaucoup de réglage qui est fait entre ces données par défaut, les forfaits, les fiches PEP. Mais on n'a pas d'inquiétude sur le fait que la solution, elle puisse passer sans problème d'ici construction. Si je peux juste compléter, ce qui est certain, c'est que dans le groupe, nous, on travaille vraiment pour proposer les fiches PEP sur l'intégralité des produits qui vont être mis en œuvre. Et donc, on travaille aussi, elle n'est encore pas sortie, mais on travaille aussi sur l'intégration sur la fiche PEP de cette solution-là, qui sera intégrable directement dans les moteurs de calcul, pour pouvoir faire ces simulations, parce qu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué de faire les simulations. Et sur votre deuxième question sur l'impact coût, alors oui, on vit une période où les coûts de l'énergie partent un peu dans tous les sens, ça c'est sûr. Alors c'est aussi pour ça qu'on trouve cette solution pertinente, parce qu'elle permet quelque part de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et de se dire en fonction un peu du coût des énergies, du gaz d'une part, parce qu'on est plutôt en chaudière gaz dans la plupart des cas, on a point, et de l'électricité d'autre part pour la pompe à chaleur, ça pourrait permettre d'ajuster aussi et de s'adapter au coût des énergies pour faire en sorte de baisser au mieux la facture énergétique. Mais après on est clairement sur une logique aussi en hybridant, d'aller baisser la facture énergétique par rapport à une solution 100% gaz en emmenant cette partie thermodynamique avec un COP de la PAC qu'on cherche à maximiser pour justement baisser au mieux la facture. Bonjour, merci pour cette présentation. Deux questions. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui les solutions au niveau de la chaufferie gaz que vous proposez sont compatibles ou étudiées pour être compatibles avec une ressource renouvelable qui est le méthane, le biogaz vert? Et deuxième question, c'est est-ce que dans ce concept de chaufferie hybride peut être intégré ou est déjà intégré des solutions de récupération d'énergie? Je pense notamment aux solutions de récupération sur les eaux grises qui permettraient de garder le même dimensionnement sur les pompes à chaleur, mais de venir encore baisser la part du gaz dans la conception énergétique.
Oui, merci pour votre question. Alors je vais répondre sur la deuxième partie, déjà sur la partie récupération sur eau grise notamment, enfin énergie fatale on va dire. Donc oui, au sein du groupe, on a des solutions de récupération sur eau grise, effectivement, en collectif. Alors aujourd'hui, c'est clairement une solution qui reste assez confidentielle. Voilà. Ce qu'on voit dans les différentes simulations qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue purement réglementaire, on n'a pas besoin d'aller chercher de la récupération sur eau grise pour passer les seuils réglementaires. Par contre, vous avez raison, dans une logique de dire je cherche à diminuer ma facture énergétique et diminuer la consommation de gaz et d'électricité aussi avec la PAC, ça peut être tout à fait pertinent de proposer ce type de solution-là. Ouais. Et c'est des solutions que nous proposons effectivement dans le groupe. Oui. Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est d'un point de vue réglementaire, c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher du pur point de vue réglementaire, mais après je suis d'accord avec vous dans une logique de dire je diminue la consommation et du coup le carbone généré par la solution, ça peut être intéressant d'aller chercher une solution comme ça que nous proposons effectivement dans le groupe, tout à fait. Et votre première question, rappelez-moi. Oui, le biogaz, oui, tout à fait. Oui, alors l'ensemble de nos chaudières gaz aujourd'hui est compatible biométhane, gaz vert. C'est d'ailleurs une mention qu'on fera apparaître à partir de l'année prochaine dans nos documents commerciaux compatibles gaz vert. Donc on l'est tout à fait. Voilà. J'insiste bien simplement sur la différence entre biométhane et biogaz, qui ne regroupent pas exactement la même chose, au sens où on entend beaucoup parler de gaz bio qui peut être tous les gaz qui sont produits à partir de différents moyens de production, de fermentation, qui peuvent avoir une composition très variable. Après, la compatibilité qu'on assure, c'est le biométhane, c'est-à-dire ce biogaz qui est acheté, qui est retraité dans des méthaniseurs et qui est injecté dans le réseau. Mais ça, on est tout à fait compatible avec ce biométhane, tout à fait. Avez-vous d'autres questions? Sinon, on est à votre disposition de toute façon sur le stand Atlantique au rez-de-chaussée avec Magali, avec l'ensemble des équipes Atlantiques qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.